Donc être affecté sur une mission comme ça, c'est... Tous les astronautes se battent pour avoir cette mission à l'époque. Je suis dans le bureau de Scott Kelly. Bon, c'est pas très drôle ce que j'ai à vous dire, mais on a reçu un Hermes. On se dit, ah, putain, comment on a pu faire une erreur pareille? Le télescope s'est mis en mode survie. Donc c'est à ce moment-là que c'est devenu une mission de sauvetage. 2 jours plus tard, on approche le télescope. Je fais mon truc, je l'attrape. Discovery Houston, le télescope est 100% opérationnel. Vous pouvez rentrer. Waouh! Et il fonctionne encore aujourd'hui, plus de 25 ans après. Ils sont moins de 700 dans toute l'histoire de l'humanité, moins de 700 êtres humains à avoir quitté la Terre pour voler dans l'espace. Aujourd'hui, nous accueillons l'un d'entre eux avec plaisir, Jean-François Clervat. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Dans cette émission Planétarium, une des plus belles carrières du spatial français. Vous êtes spationaute de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Vous avez participé à 3 vols habités dans l'espace avec la NASA, à la grande époque des navettes spatiales américaines. Donc parlons de votre travail concret sur ces missions. Et pour ça, j'aimerais que vous me parliez de votre 3e vol. Votre 3e mission, c'était la réparation du télescope spatial Hubble. C'est devenu la réparation. Mais au moment où j'étais nommé, c'était la maintenance et l'entretien accéléré. En fait, en mars 1999, je suis en vacances avec ma famille, et puis quand je rentre, je suis dans le bureau de Scott Kelly, d'une promo suivante qui n'avait pas volé encore dans l'espace. Mais on est dans le même bureau. Et puis, je faisais plusieurs vols en T-38 avec lui, etc. Enfin, c'était devenu vraiment un bon copain. Vous savez, un des 2 vrais jumeaux astronautes de la même promo. Hein. J'ai mis d'ailleurs plusieurs mois à les différencier dans les couloirs. Et puis Scott, plus tard, a coupé sa moustache, donc c'était facile. Et on est convoqué dans le bureau du chef des astronautes. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Comme dans les films, en fait. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait Et il y avait à la table Charlie Précourt, le commandant, qui parle couramment français, parce qu'il a fait l'échange entre les écoles de l'air de l'US Air Force et de l'armée de l'air française. Et c'est lui qui était chef des astronautes. Et il était le commandant de bord de mon 2e vol, donc on se connaissait très bien. Et Kurt Brown, le pilote de mon premier vol, qui se trouvait à ce moment-là responsable de la sécurité des activités des astronautes, dont les vols en T-38. Le T-38, c'était un petit avion très sexy, vraiment magnifique. Un profil magnifique, très fin, supersonique biréacteur, qui nous sert pour nos liaisons professionnelles. Entre Houston, la Californie, Edwards, le Kennedy Space Center, etc. Et puis Charlie nous reçoit, voilà. Bon, c'est pas très drôle ce que j'ai à vous dire, mais Scott et Jean-François, Billy Bob, il m'appelait Billy Bob. Vous avez bien volé ensemble il y a 3 semaines, tel jour, de retour de Floride. Alors on regarde, oui. Et on commence à voir le visage grave. Et c'était bien de telle heure à telle heure. Oui, et vous vous souvenez de rien de particulier? Non. Ben voilà, on a reçu un Hermes, une plainte de l'aviation civile, parce que votre T-38 aurait violé un couloir aérien et vous vous seriez rapproché un peu trop près d'un avion de ligne. On se dit, ah, putain, comment on a pu faire une erreur pareille? Et pendant 2-3 minutes, il nous... comment on dit? Il nous... Cuisine. Et Scott commence à avoir un léger rictus de sourire. L'air de dire, il nous cache quelque chose. Et puis, d'un seul coup, Kurt et Charlie éclatent de rire. Non, c'est une blague. Voilà, on a besoin de vous pour un prochain vol, dans 6 mois. Dans 6 mois. Le télescope Hubble vient de perdre son 3e gyroscope sur 6. Il en a besoin de 3 pour fonctionner. Et avant qu'un 4e tombe en panne, on veut vite lui redonner 6 gyroscopes pour pas qu'il y ait d'interruption d'utilisation de ce télescope qui cumulait en développement, en mission d'entretien à ce jour de l'ordre de 6 milliards de dollars de valeur ajoutée et qui faisait travailler plusieurs milliers de scientifiques équivalents plein temps dans le monde qui exploitent les données du télescope. Et là, on se regarde avec Scott et putain, waouh, génial. Et Jean-François, tu seras l'ingénieur navigant. Donc, il fait partie de ce qu'on appelle l'équipage de conduite avec les 2 pilotes.
qui conduit, qui gère le vaisseau, les pannes pendant la montée, le rendez-vous, la rentrée, et qui en plus est le principal opérateur du bras robotique, qui en finale, je serais devenu à 98% le seul à le piloter. Parce que ceux qui étaient aussi entraînés étaient fatigués ou avaient trop de travail sur la préparation de leur sortie dans l'espace. Et parce que quand il y en a 2 dehors, il y en a 2 qui sont dedans. Donc un des 2 pourrait éventuellement prendre la relève. Mais ils étaient tellement contents de mon travail et ils voyaient que moi ça me plaisait, parce que c'était quand même 9 heures d'affilée à manipuler le bras. Gérer le bras, on va le voir juste après. Et donc on nous dit, alors la raison pour laquelle on te prend, Jean-François, c'était pas à ton tour dans la rotation, mais les 2 autres qui potentiellement auraient pu prendre ta place et qu'on voyait bien câblés dans leur tête pour ce genre de tâches, eh bien, sont pas disponibles. L'une parce qu'elle a pris un poste de management il y a quelques mois et ce serait pas réglo de la ramener et parce qu'elle a changé de statut dans l'organisation NASA, et l'autre parce qu'elle revenait tout juste d'une mission spatiale. Mais voilà, vous avez que 6 mois pour vous entraîner au lieu de 6 mois minimum, et on a besoin de quelqu'un qui soit capable de prendre l'entraînement au bras robotique tout de suite de façon opérationnelle sans nécessiter la période de rafraîchissement. Et là, on a démarré à fond. Et Kurt nous a réunis avec les 4 destinés aux sorties dans l'espace qui, depuis 1 an, s'entraînaient à cette mission. Mais s'entraînaient à cette mission qui devait avoir lieu 1 an plus tard. Il nous dit, voilà, on va tout de suite s'entraîner. Et puis, en ce qui concerne l'équipage de conduite, Scott et moi, il dit à Scott, tu ferais mieux de rassembler ton savoir, etc., parce qu'on va démarrer à fond. Et Scott, il stressait. Parce que, et tout de suite, il a accroché. Il s'est beaucoup appuyé sur moi pour l'aider à rentrer dans le mode d'entraînement. Parce que dans le simulateur, on se met dans un mode de vol réel. On se dit jamais, bon, c'est juste simulateur, j'ai pas eu le temps de réviser, ou c'est pas grave si je me plante. Non. Et il se trouve que les pannes sur une autre navette, des courts-circuits, ont fait que notre vol a été un peu retardé et finalement on a volé 8 mois après l'annonce au lieu de 6 mois. Mais c'est greffé des problèmes sur notre navette en décembre, à l'approche du Y2K, Year 2000, le passage à l'an 2000. Et la NASA avait une obsession, c'est que les navettes soient toutes au sol au passage à l'an 2000. Donc, au fur et à mesure que notre décollage était retardé d'octobre à novembre, de novembre à début décembre, puis mi-décembre, puis vers la fin décembre, enfin dans la deuxième moitié de décembre, la NASA s'est posé la question très sérieusement. Est-ce qu'on attend le passage à l'an 2000 et on repousse la mission en janvier, ou est-ce qu'on part quand même, quitte à compresser la mission, parce qu'entre-temps, il y a un 4e tombe en panne, gyroscope. En mars, c'était le 3e. Mais en novembre, c'est le 4e, donc le télescope s'est mis en mode survie. Sur 2 gyroscopes, il ne pouvait rien en faire. Donc c'est à ce moment-là que c'est devenu une mission de sauvetage. Alors là, c'est devenu une mission de sauvetage. Et en plus, on me dit, contrairement à toutes les omissions avant et ce qui s'avéreront être les missions d'après, le télescope ne sera pas coopératif. Quand tu vas arriver, il sera dans une orientation totalement aléatoire, imprédictive, et il tournera sur lui-même. Donc pour l'attraper, il faudra qu'avec le bras, je fasse de la patrouille serrée. Donc que je suive le télescope dans son déplacement et sa rotation, en même temps que je m'approche pour le capturer. Et je devais m'entraîner à faire ça en mode avancé. C'est quand on a les manches, c'est-à-dire quand je demande au télescope d'avancer en ligne droite, tous les joints sont pilotés simultanément pour que globalement le bout du bras fasse un mouvement de rectiligne uniforme. Mais je m'entraînais au mode joint par joint. C'est-à-dire que je regarde dehors comment est le bras robotique entre l'épaule qui a 2 mouvements, le lacet, le tangage, c'est-à-dire gauche-droite, comme l'épaule humaine. À l'horizontale, je peux le bouger et en montée-descente. Le coude, il n'a qu'une articulation et le poignet, il peut faire les 3 mouvements. Et je devais décider dans quel ordre je choisis quel joint, de combien je le bouge, de quelques degrés en plus ou en moins pour que globalement mon bras fasse ce qu'il faille pour attraper le télescope. Mais à la fin, j'étais devenu très bon, j'étais câblé pour ça. C'est-à-dire que vous aviez un nouveau bras. J'avais un nouveau bras, exactement, que je pouvais bouger articulation par articulation.
Alors bien sûr, on arrive, on approche le télescope, je fais mon truc, je l'attrape, je le fixe dans la soute, je vais chercher un cale-pied, je mets le cale-pied devant le sas, les 2 collègues en scaphandre qui sont dans le sas, ils ouvrent la porte du sas et le premier qui est là, il met les pieds dans un cale-pied. Le cale-pied, c'est une plateforme avec des arceaux dans lequel on met la pointe des pieds et on peut coller les talons. Et après, je suis son chauffeur pendant 8 heures d'affilée. Et le directeur de vol m'avait octroyé une grâce qui me vaut d'être très fier, c'est qu'il m'avait octroyé une dérogation pour les modes de vitesse de pilotage du bras. Parce que le bras robotique, à moins de 10 pieds de toute structure, télescope ou navette, on n'a droit qu'aux gammes de vitesse fines. Ça veut dire que le manche de rotation en butée ou le manche de translation en butée correspondent à des mouvements très lents. Mais je lui ai demandé, est-ce que je peux utiliser les modes grossiers, où là c'est bzzz, bzzz, ça va vite. Il m'a dit oui. Et donc je suis le seul astronaute dans l'histoire navette à avoir quelques dizaines d'heures d'affilée, utiliser le bras en vitesse rapide, constamment à proximité de la structure de la navette ou du télescope. Et je ne me suis jamais planté, ouf. C'est ça qui vous a permis de terminer à temps ? Oui. D'avoir une vitesse Oui, plus parce rapide ? qu'en fait, sur le télescope, on a eu beaucoup de problèmes. Les sorties ont duré plus de 8 heures, et notamment parce que les portes étaient gondolées, à force d'avoir des expositions avec des conditions thermiques différentes, puisque dans l'espace, il faut savoir qu'un matériau exposé dans l'espace, selon qu'il soit à l'ombre ou au soleil, il peut être à moins 200, moins 150, moins 200 degrés, jusqu'à plus 150, voire plus 200 degrés, selon sa couleur et selon le matériau. Donc ça, et sans les vitesses rapides, on n'aurait pas réussi. Donc ça, c'est... On est d'accord, c'est le bras qu'on voit ici voilà. sur cette Voilà, en haut à droite, on voit le bras et la partie verticale du bras, c'est le poignet. Et au bout du poignet, on voit un astronaute dans le sens longitudinal, les pieds vers la caméra, vers l'endroit où je me trouve. Et il a la tête quasiment dans le télescope. Ouais. Et donc cette mission a été un succès ? Oui, et d'ailleurs, le jour de Noël, je suis aux commandes du bras, je prends le télescope. On vous voit le jour de Noël. Voilà, c'est juste après avoir largué le télescope. Je largue le télescope, le centre de contrôle nous demande de rester en patrouille serrée, en co-orbitation. Serrée, on est quand même à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Mais le télescope, on le voit très bien, le temps qu'il le réallume par télécommande, parce que quand on travaille dessus, on éteint tout pour ne pas se prendre de court-circuit. Il réallume tout, les 13 boîtiers électriques, électroniques, informatiques, optiques qu'on a remplacés, dont les gyroscopes évidemment, ils réallument tout, ils nous disent Discovery Houston, le télescope est 100% opérationnel, vous pouvez rentrer. Waouh! Et il fonctionne encore aujourd'hui, plus de 25 ans après. Et il a délivré des images incroyables. Je ne suis pas sûr que tous les spectateurs, Tristan, aient conscience de ce que c'est que le télescope spatial Hubble. Je pense quelque part, Hubble, c'est quand même dans l'imaginaire collectif. Les gens, je pense quand on dit Hubble, les gens pensent instantanément à un télescope spatial. Ils ne pensent pas à l'astronome Edwin Hubble. C'est vraiment rentré dans le salon des gens. Je pense que Hubble, ce mot, instantanément, ça leur évoque quelque chose. Après, il y a peut-être parfois un manque de compréhension de ce qu'il a fait. Les gens ont tout de suite ces images, je pense, des nébuleuses ou des morceaux de nébuleuses qui sont très caractéristiques, les pieds de la création. De la création, bien sûr. D'ailleurs, quand l'équipage a été reçu au centre spatial qui gère les télescopes spatiaux, dont Hubble, je leur ai demandé de me résumer quels sont les 2-3 points principaux qu'on doit au télescope. Affiner l'âge de l'univers, confirmation de l'existence des trous noirs, et troisièmement, qui est quand même fantastique, c'est que grâce à ces expositions qui peuvent être très très longues, donc pour les photographes qui nous écoutent, qui nous regardent, en photographie, plus un objet est sombre, plus il faut laisser l'obturateur ouvert longtemps pour accumuler de la lumière. Et grâce à un télescope placé
grâce au fait que le télescope est placé dans l'espace, on peut avoir des expositions de plusieurs centaines d'heures d'affilée. Et dans le champ profond ou du sol, avec les télescopes terrestres, on ne voit rien, avec des expositions très longues, c'est des centaines, des milliers, des centaines de milliers de galaxies. Donc grâce à Hubble, on sait que le nombre de galaxies dans l'univers visible, ce n'est pas quelques millions, c'est quelques centaines de milliards, voire un millier de milliards. Donc tout de suite, il y a peut-être d'autres mondes comme le nôtre, quoi. Mais pour revenir sur la fin de cette mission, on se prépare à rentrer. Et puis, à cause du mauvais temps, on décale notre rentrée de 2 ou 3 orbites. Je crois que c'est au moins 2 orbites, donc 3 heures, à rien faire. Et dans le cockpit, à chaque passage nocturne de l'orbite, puisque je vous rappelle, on fait le tour de la Terre en 1h30, et la moitié de cette heure et demie, on survole le côté de la Terre opposé au Soleil. Donc on survole le côté de la Terre où il fait nuit et le Soleil ne rentre pas dans nos hublots. Donc si on se met d'accord entre nous pour éteindre toutes les lumières, mais toutes les lumières, les écrans, les montres éventuellement phosphorescentes, tout, au bout de 10 minutes, l'œil s'adapte à l'obscurité et c'est tapissé d'étoiles. Des milliers, et qui ne scintillent pas, puisqu'il n'y a pas l'atmosphère pour les faire scintiller. Et je me trouve dans le cockpit avec Claude Nicolier, astrophysicien avant d'être pilote de chasse et pilote de ligne, Mike Fall, astrophysicien, John Grunsfeld, astrophysicien de ma promo. Et j'ai eu le plus beau cours d'astronomie de ma vie. Parce qu'en plus, ils chamaillaient un peu entre eux. Je te dis que c'est une étoile double, non, je te dis que c'est une nébuleuse ou c'est un amas. Enfin, et puis après, ils expliquaient des choses qu'on voyait entre eux, et ils étaient d'accord, etc. Donc c'était génial. Et c'est ce qui a fait qu'au retour, mon obsession, il fallait que j'ai mon télescope. J'étais obsédé. J'ai lu tous les magazines, j'ai tout lu, entre les réfracteurs, les réflecteurs à monture équatoriale, enfin avec moteur ou pas, et je me suis acheté une lunette de 10 mètres de focale, de 120 mm d'ouverture, que j'ai pas utilisée pendant plusieurs années, mais je l'avais, quoi, je l'avais. Par contre, maintenant, depuis que je suis rentré en France, je la sors un peu chaque été pour montrer aux amis les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, la Lune, des trucs comme ça. Mais c'est une mission qui nous rend fiers d'avoir servi la science. Parce qu'on sait que ces télescopes, alors on pourrait dire, on n'a qu'à refaire le télescope, à un moment donné, il est obsolète, on refabrique le même avec des nouveaux instruments plus performants et on le lance. Et puis non, ce télescope, il était conçu pour être amélioré et à chaque visite d'entretien, je ne parle pas de sauvetage, parce que nous, on n'a pas amélioré ses performances optiques et scientifiques. Mais les autres missions ont amélioré ses performances scientifiques par un facteur 10 environ à chaque fois, parfois par un facteur 100 de résolution, de sensibilité. Donc c'est un télescope qui nous rend fiers. Et en plus, à l'époque, c'était la mission reine, parce que dans une même mission, vous allez au plus haut de tous les vols habités d'orbite terrestre, qui n'a été battu que l'année dernière par une mission commerciale payée par un milliardaire qui a choisi d'aller beaucoup plus haut, mais juste sur une orbite, parce qu'on est un peu plus irradié quand on est plus haut. Et donc c'est la plus haute. Il y a un rendez-vous un peu particulier. Il y a de la robotique en plus, là, robotique double, capturer les télescopes, après se servir de la robotique pour assister les collègues en scaphandre, après relâcher le télescope. Et donc, quand vous avez rendez-vous robotique EVA dans une même mission, en plus sur une orbite qui vous donne une vue de la Terre un peu plus... C'est une mission rare. Donc, être affecté sur une mission comme ça, tous les astronautes se battent pour avoir cette mission à l'époque. Et vous voyez une différence, justement, sur la manière dont vous voyez la Terre entre 700 et 400 km, ça change vraiment la taille qu'elle fait ? Qu'on est plus haut. Mais elle occupe quand même une grande partie du champ visuel. Mais pour vous donner la différence, dans mon premier et mon deuxième vol, il fallait attendre que la côte ouest des États-Unis ait disparu derrière l'horizon pour que quelques dizaines de secondes plus tard, je commence à voir la côte est. À l'altitude de Hubble, en basculant ma tête de gauche à droite, je vois toutes les côtes est et ouest des États-Unis et du Canada dans le même champ de vue.
Parce que je pense que pour le grand public qui a vu beaucoup de photos, notamment prises depuis l'ISS, un peu déformées, on voit la courbure. Je ne sais pas si on a la bonne image de ce que vous devez vivre. J'ai l'impression que vous avez vu que la Terre, elle est vraiment juste là à vos pieds. Oui. C'est une boule qui est très proche et qui défile très vite. Et si vous voulez vous persuader par vos propres yeux que la Terre tourne sur elle-même, il faut faire un exercice particulier que Story Musgrave m'avait enseigné pendant la quarantaine de mon premier vol, parce que c'était un peu un extraterrestre dans le corps des astronautes américains. Il ne pense pas normalement. C'est un gars brillant, génial, qui a des doctorats dans plein de domaines différents. Enfin, et il m'a dit, tu as de la chance, sur mon premier vol, je reviens, d'être sur une orbite très inclinée sur le plan de l'équateur. L'inclinaison, c'est l'angle entre le plan de l'orbite, qui comprend le cercle de notre orbite, et le plan de l'équateur. Pour Hubble, on survole quasiment que l'équateur. J'ai jamais survolé à la verticale de la France. On était à plus ou moins 2000-2500 km nord-sud de l'équateur, mais jamais plus haut. Mais dans mon premier vol, donc il me dit, quand tu traverses l'équateur, comme dans ton vol, tu auras souvent la navette dans l'axe de ta trajectoire, regarde au loin un point remarquable, reconnaissable, qui est à l'horizon. Au moment où tu arriveras à la verticale, tu verras, il ne sera pas en dessous, il sera décalé. Parce que le temps que tu as mis pour aller de l'équateur à la verticale de ce point, la Terre a tourné. Voilà, donc je peux vous dire, la Terre... Parce que quand on regarde juste la Terre comme ça, c'est une grosse boule qui défile plutôt comme ça, très vite. Parce que nous, on va très vite au-dessus. Donc là, c'est vrai que c'est important de comprendre que tous les vols en orbite basse, que ce soit 300, 400, 600, mes 3 altitudes, ça j'ai de la chance, mes 3 vols, c'est 3 altitudes différentes, c'est 3 inclinaisons différentes et c'est 3 contenus très différents. Un pour la Terre, l'atmosphère, l'autre c'est pour les humains, ravitailler une station, faire de la logistique, et troisième c'est pour la science. Voilà. Mais dans tous les cas, la Terre, elle occupe quasiment tout le champ du... Rien à voir avec ceux qui sont allés 1000 fois plus loin, vers la Lune, qui voyaient la Terre comme une petite boule au loin sur une dominance du vide apparemment infini du cosmos, parce qu'ils ne voyaient pas les étoiles, il y avait trop de lumière, le Soleil et la Terre dans le champ de vue. Mais c'est une expérience de voir la Terre, grand champ de vue, qui défile vite, et avec alternance très rapide des chaînes de montagnes, des déserts, des volcans, des forêts tropicales, des atolls de Polynésie et des Maldives et de l'océan, les lignes de côte, tout ça, c'est magnifique. La Terre, elle est belle. D'ailleurs, on a toujours à la fin d'une période d'observation, après l'aspect émotionnel et presque spirituel, on se pose des questions sur la création. On ne trouve pas la réponse, mais moi, je ne me suis jamais posé aussi fortement la question sur la création de notre planète, de l'univers, en regardant l'univers, la Terre, poser cette boule dans l'univers qui nous entoure. Et vous avez trouvé des réponses? Comment? Vous êtes posé des questions, mais est-ce que vous avez trouvé des réponses? Non. Non, mais on se dit quand même, mais est-ce que c'est le hasard qui a pondu cet être cosmique aussi unique, aussi incroyablement beau et diversifié et vivant, et avec sa vie électrique, les aurores polaires, cosmiques, les impacts d'astéroïdes. Le plus connu, c'est le Manicouagan. C'est un des rares astroblèmes. Donc un astroblème, c'est le nom qu'on donne à un impact d'astéroïde qui n'a pas été effacé par l'érosion et qui est encore visible. Donc le Manicouagan, c'est un cercle, c'est un lac circulaire qui fait 80 km de diamètre au Québec, et vous le voyez de loin. Et l'hiver, c'est un cercle blanc, il est glacé. Et c'est un gros astéroïde qui a percuté la Terre il y a 250 millions d'années, bien avant les dinosaures, mais qui vous rappelle que la Terre a une vie cosmique. Et puis vous voyez les volcans, les ouragans, donc vous ne vous dites plus la Terre est fragile. La Terre, elle a sa vie d'une puissance phénoménale, les éclairs, les aurores polaires, les ouragans, les volcans, les impacts d'astéroïdes. Et nous, on est le vivant qu'elle accueille dans cet équilibre stable mais fragile de l'atmosphère, de l'océan. Et on termine par se dire,
quelle chance on a d'être apparus, nous, espèces vivantes, sur une planète aussi accueillante. On a la chance, on ressent la chance d'être accueillis par une planète aussi géniale. On ne s'en rend pas compte quand on vit la plupart du temps au milieu du béton, du macadam. Mais je pense que les personnes qui vivent à la campagne, dans la montagne, de leur culture, du lait de leurs chèvres, et qui vivent cette communication avec leur environnement naturel, minéral, végétal, et du vivant diversifié, ils en sont conscients, je pense. Merci beaucoup, Jean-François Clairvoy, pour ces récits, ces informations. Ad lunam, live long and prosper. C'est bien, on dit souvent ad astra. Vous connaissez les dictons? Ça, vous faites? Ah, faut garder le pouce. Ah, garder le pouce, comme ça. Live long and prosper, moi je rajoute live long, safe and prosper. Et merci beaucoup à vous également, Tristan Weil, journaliste scientifique au Figaro. Et astronaute d'un jour. Et astronaute d'un jour sur R0G. Ceux qui ont volé avec nous. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Planétarium sur le Figaro TV.